Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et ce podcast YouTube sera consacré aux animaux mystérieux en Europe et à leur lien avec les entités non humaines. Donc, ça va être un podcast inédit. Mais avant de continuer, je voulais vous rappeler que samedi 14 décembre 2024, j'organise un webinaire en direct de 18h à 22h sur le thème de la Grande Tartaria. Il reste des places et c'est un webinaire de 4 heures où je donnerai des informations inédites à propos de la Tartaria, à propos du reset, à propos aussi de la nature, de la réalité, et où je ferai vraiment la connexion avec le reset qui a lieu à notre époque. Donc, venez nombreux, inscrivez-vous, et je mettrai le lien pour vous inscrire au webinaire juste en dessous de ce podcast. Sachez également que tous les enregistrements de nos webinaires depuis janvier 2024 sont disponibles sur le site de la librairie du bonheur, www.librairiedubonheur.com. Donc n'hésitez pas à les commander. En cas de commande, je vous envoie les enregistrements par WeTransfer dans les 24 heures. Et il y a plus de 10 webinaires maintenant enregistrés disponibles. Sachez enfin que le dimanche 15 décembre 2024, j'organise une visite guidée conférence à Paris sur un thème hyper important. C'est le thème de la magie du chaos, de son lien avec les entités non humaines et le lien avec le ciblage en réseau et aussi avec le monde du cinéma, puisque le cinéma, c'est lié au monde imaginal, c'est lié vraiment à ce monde des idées et c'est quelque chose qui reprogramme le subconscient. Donc, je parlerai de tout ça dans cette visite guidée conférence inédite où l'on regardera le symbolisme et les représentations de la magie du chaos qui sont vraiment partout dans les grandes villes. Donc, le lieu de rendez-vous, c'est au Café d'Orléans, pas dedans, mais devant le Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, métro Mouton du Vernet. Et la conférence durera de 13h à 18h. Donc, vous pouvez ou venir directement ou vous inscrire par mail. Donc, je mettrai le lien pour vous inscrire à cette visite guidée conférence. Sachez également que le samedi 4 janvier 2024, j'organise une conférence en présentiel, cette fois-ci dans la salle du Café d'Orléans, de 12h à 18h. Pardon, samedi 4 janvier 2025, le temps passe vite. Donc, j'organise une conférence en présentiel de 12h à 18h sur le thème du reset et du lien entre le reset et les technologies. Donc, ça va être quelque chose d'hyper nouveau et j'expliquerai le but de ce reset qui est une énorme opération d'invocation, une opération de magie noire. Donc vous voyez, le programme pour cette fin 2024 et ce début 2025 est chargé. Donc venez nombreux, soutenez-nous et n'hésitez pas. Sachez aussi que le podcast abonnement de la semaine d'au-delà de l'illusion est disponible dans la partie abonnement et vous retrouverez en vous abonnant à notre site des centaines d'heures de podcasts inédits. Et encore une fois, on nous a dit qu'il y a trop de podcasts, il y a tellement de matériel, donc vraiment abonnez-vous. En plus, c'est un tout petit prix. Donc pour vous abonner, allez sur notre site www.librairiedubonheur.com
au-delà de l'illusion.fr. Et mercredi, donc dans 2 jours, je tournerai un podcast spécial pour les abonnés sur les événements en Syrie, où je ferai le lien avec le Black Goo et le lien avec ce qu'on peut appeler ce vampirisme psychique et énergétique. Et il y a des connexions avec la Tartaria aussi. Donc ça sera vraiment un podcast à plusieurs niveaux, exclusivement dans la partie abonnement d'au-delà de l'illusion. Donc vraiment, venez à nos conférences, venez à nos visites guidées, venez à nos webinaires, abonnez-vous à notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr. En faisant cela, vous accédez à beaucoup d'informations et vous soutenez cette recherche. Donc, n'hésitez pas. Sachez également, comme vous pouvez le constater, que j'ai un problème de lumière. Vous savez, avec les nouvelles lampes, soi-disant économie d'énergie, la luminosité est très mauvaise. Donc, j'ai acheté une ampoule aujourd'hui, et la luminosité est très mauvaise, malheureusement. Donc, voilà. Donc, merci de ne pas trop vous fâcher avec cette luminosité assez mauvaise. Mais c'est comme ça, je n'y peux rien. Donc, je changerai ça mercredi pour le podcast. Donc, on va parler aujourd'hui d'animaux mystérieux. Parce que beaucoup de monde pense que la cryptozoologie, c'est quelque chose qui est très lointain. C'est quelque chose qui est réservé aux pays qui sont éloignés, aux pays qui sont des grands pays, grands en taille, comme la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Australie. Mais en fait, la cryptozoologie, c'est vraiment un phénomène universel. Et la cryptozoologie, comme on va le voir, c'est à plusieurs niveaux. Il y a un niveau physique 5 sens et un niveau qui est connecté aux entités sans âme. Donc, la cryptozoologie, pour vous montrer à quel point c'est d'actualité, il faut savoir qu'il y a eu des dizaines d'espèces de cerfs sauvages qui ont été découverts au Vietnam. En République démocratique du Congo, une nouvelle espèce de vipère a été découverte, ainsi qu'une nouvelle espèce de grenouille. De même, les requins, le requin grande gueule, si ma mémoire est bonne, a été découvert en 1976 et le célocanthe en 1938. Et chaque année, c'est des milliers d'espèces qui sont découvertes. Il faut savoir qu'en Corse, il y a des dizaines d'espèces d'insectes qui ont été découvertes en 2023. Donc on voit que c'est vraiment une science qui est d'actualité. Il y a énormément d'animaux mystérieux et d'humanités parallèles dans le monde entier. Et ça, c'est une certitude. Même les chiffres mainstream disent que on connaît à peu près 1 million d'espèces animales, mais qu'il y en a au minimum 10 fois plus, donc 10 millions d'espèces animales. Et c'est vraiment quelque chose d'énorme. Par exemple, le gorille, au XIXe siècle, était considéré comme un mythe jusqu'au jour où il a été découvert. C'est pareil aussi pour l'okapi. L'okapi, au début du XXe siècle, quand les gens décrivaient ça, ils étaient pris pour des fous, jusqu'à ce qu'ils soient découverts et répertoriés par la science mainstream. De même, le requin du Groenland, par exemple, les pêcheurs,
islandais en parlaient beaucoup, mais c'est qu'au cours du 20e siècle qu'il a été découvert. Et c'est l'animal qui vit le plus longtemps au monde. Donc il y a constamment des nouvelles découvertes dans le domaine de la cryptozoologie. Et il y a énormément d'animaux inconnus qui sont signalés en Europe et qui sont signalés un petit peu partout. Donc par exemple, il y a des personnes qui ont vu au nord de la Russie, en Sibérie, donc c'est pas vraiment l'Europe, mais une grande partie de la Russie est en Europe, il y a des gens qui ont vu des mammouths. Pourtant, les mammouths sont censés être éteints depuis au moins 10 000 ans, si on en croit la chronologie officielle. Or, en Russie, des gens ont signalé des mammouths. Au 19e siècle, quelqu'un qui s'était évadé d'un camp de prisonniers s'est réfugié dans une vallée au fin fond de la Russie, au fin fond de la Sibérie, et dans cette vallée, il y avait une population de plusieurs mammouths qu'il a décrit parfaitement. Des chasseurs dans les années 20 ont suivi des troupeaux de mammouths. De même qu'il y a des films de mammouths qui circulent sur Internet, et je pense que la plupart sont vrais. Et il y a des mammouths qui ont été aussi signalés en Alaska récemment, dans les années 2015 à 2020. Donc, le mammouth, c'est une créature qui existe encore. C'est un énigme cryptozoologique. Et le mammouth, ça n'a rien de paranormal, c'est tout simplement une espèce que l'on croit éteinte, mais qui ne l'est pas. Et il y a un blackout total, parce que si l'existence du mammouth est prouvée, et les témoignages le prouvent, ça remet tout en question. Et puis il y a une connexion avec des galeries de la terre creuse où des animaux comme des mammouths auraient pu se réfugier. Quoi qu'il en soit, l'existence du mammouth est une certitude. Il y a trop de témoignages. Même les Amérindiens parlaient de mammouths aux États-Unis. Les peuples chamaniques du nord de l'Europe, notamment les Samis en Finlande, parlent aussi dans leur folklore de la présence de mammouths. Donc, c'est une évidence qu'il existe encore des mammouths. Et très probablement même dans des régions reculées de la Norvège ou de la Suède. Parce que c'est des pays, mais c'est absolument immense. La Norvège et la Suède, c'est des territoires recouverts de forêts qui sont quasiment impénétrables pour les humains. Or, les mammouths et les éléphants vivent dans les forêts. Par exemple, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo, il y a des éléphants qui vivent dans les forêts. Donc pour les mammouths, c'est exactement pareil. Donc il y a des animaux inconnus en Europe. À Saint-Véran dans les Hautes-Alpes, où j'ai eu l'occasion d'y aller puisque j'ai vécu plusieurs années à proximité de Gap, c'est une région qui est devenue très touristique, mais qui est extrêmement reculée, où il y a un cryptide. Et ce cryptide, c'est le Tetzelshorm. Le Tetzelshorm, c'est une espèce de lézard géant qui ressemble vaguement au monstre du Gila, qui a été signalé par les locaux. Et le même monstre, le même lézard géant, qui fait à peu près cette taille-là, donc 40-50 cm, a été aussi signalé dans les Alpes suisses et dans les Alpes autrichiennes. Et ça, c'est une créature qui vraiment correspond à la description de lézard de la famille du monstre du Gila qu'on retrouve dans les déserts de l'Ouest américain. Donc, quand des gens qui vivent dans ces coins reculés décrivent ça, surtout au 19e siècle, et que ça ressemble à des animaux qu'on retrouve dans le désert américain, on voit bien qu'ils décrivent des animaux réels. On voit bien
qui décrivent des animaux, des animaux qui sont réels, physiques, qui sont au niveau des 5 sens. Donc, il y a ça. Par exemple, il y a en France des apparitions donc d'hommes sauvages et des apparitions de dogmen. Donc, ces apparitions d'hommes sauvages et de dogmen correspondent, pour certains, à des humanités parallèles pour les hommes sauvages. C'est notamment le cas des Bretous, dont j'ai déjà fait un podcast sur ça, donc je ne vais pas y revenir dessus très longtemps. Mais les Bretous, cette espèce d'humanité de petite taille que l'on retrouve dans le sud-est de la France et dans le nord de l'Italie et aussi en Espagne à proximité de Barcelone, il y a énormément de personnes qui ont eu des contacts avec cette humanité parallèle. Cette humanité parallèle, elle est totalement physique, à tel point que dans le Val-Gaudemar, les habitants leur demandaient parfois de garder les moutons. Et à l'église, et parfois il y avait aussi des conflits entre les Bretous et les habitants du Val-Gaudemar. Val-Gaudemar, c'est une vallée très isolée dans les Hautes-Alpes. Là aussi, j'ai été sur le terrain et il y avait une exposition sur le Bretou qui fait partie du folklore local. Donc, il y avait parfois des conflits entre les humains et les Bretous. Par exemple, à l'église de Saint-Maurice en Val-Gaudemar, donc un petit village, il y a 2 têtes d'hommes sauvages sur le clocher de l'église. Et ces 2 têtes, elles sont des représentations de 2 Bretous qui avaient été tués par les villageois, donc il y a 200 ou 300 ans, parce qu'ils mangeaient des moutons. Donc parfois, il y avait interaction positive, où les villageois demandaient aux Bretous de garder les moutons, et parfois des interactions négatives. Et des gens continuent de voir des Bretous. À Vintimille, un chauffeur de camion a vu toute une famille de Bretous à la fin des années 90. De même, une jeune fille en colonie de vacances en Savoie a vu un Bretou qui était vêtu d'une peau de bête, qui avait une gibecière. Là, c'est pareil, elle en a parlé aux moniteurs qui ont prévenu la gendarmerie, et là, les enfants, les moniteurs leur ont dit de se taire. Et il y a eu un blackout total à propos de cette histoire. Et elle est rapportée par le cryptozoologue français Florent Barrère. Donc il faut savoir que beaucoup de cryptides sont des représentants d'humanités parallèles qui coexistent avec nous. Ces humanités parallèles sont physiques et elles se sont dissociées de l'Homo sapiens sapiens à la fin de la Tartaria. Et ces humanités parallèles sont extrêmement positives. Ce sont des humanités qui sont bienveillantes. Simplement, elles ont extrêmement peur de nous. Et parfois, quand quelqu'un rentre sur leur territoire, la personne peut disparaître. Parce que ces humanités nous craignent et à juste titre. Mais elles sont globalement positives et bienveillantes. Il y a eu des interactions entre Homo sapiens sapiens et humanité parallèle. Et c'est des interactions où il y a quand même un émerveillement ou de la peur. Mais il n'y a pas d'effet secondaire. Ce qui montre bien que dans ces cas-là, on n'a pas affaire à des entités sans âme, qu'on n'a pas affaire à des entités non humaines. Et ça du reste, c'est des humanités qui sont rémanents des humains de petite taille qui coexistaient avec l'Homo sapiens sapiens et les géants lors de la Tartaria. Encore une fois, j'en réfère au travail de Suzanne Martinez qui parlait de ces humains bienveillants. Donc j'ai fait une enquête avec Nagiste
de la chaîne Voyageuse des mondes subtils, qui a bien confirmé la présence de Bretou et la connexion avec les galeries souterraines, parce que ces entités semblent se cacher dans des galeries souterraines. Du reste, ces humanités parallèles, il faudrait dire, semblent se cacher dans les galeries souterraines. Et j'ai fait une autre enquête avec Stéphanie Nadon de la chaîne Dimension Hypnose, qui est une très bonne hypnothérapeute aussi. Et selon Stéphanie, ces Bretous sont extrêmement bienveillants, ce qui confirme les témoignages, ce qui confirme aussi le travail de Suzanne Martinez. Donc, il y a un recoupement de plusieurs sources. En Angleterre, il y a aussi une présence de ces Bretous. Nick Redfern, par exemple, a fait une énorme étude sur le Bigfoot anglais, sur cette humanité parallèle en Angleterre. Donc, les gens vont dire, oui, mais c'est pas possible qu'il y ait une humanité parallèle dans un pays comme l'Angleterre, c'est trop industrialisé et tout. Eh bien non, parce que l'Angleterre et le Royaume-Uni en général, en dehors des villes, il n'y a rien. Même en Angleterre, on va dans la région, dans the Lake District, et j'ai passé des vacances là-bas étant plus jeune, c'est vraiment, mais isolé. Le mur d'Adrien, par exemple, il n'y a rien sur des kilomètres et des kilomètres, et c'est vraiment magnifique. Et une créature intelligente, parce que ces humanités parallèles sont hyper intelligentes, beaucoup plus intelligentes que l'Homo sapiens sapiens, peuvent très facilement se cacher, d'autant plus qu'il y a la présence de galeries souterraines. Et en Écosse, qui fait partie donc du Royaume-Uni, c'est le même pays que l'Angleterre et le Pays de Galles, en Écosse, là c'est pareil, en dehors des villes, il y a des espaces qui sont complètement isolés. Et des humanités parallèles intelligentes peuvent très facilement se cacher. Et du reste, ces humanités parallèles sont capables d'invisibilité parce qu'elles ont des pouvoirs psychiques qu'elles ont gardés, alors que nous, ils ont été détruits par les entités non humaines, et elles sont capables de se déplacer extrêmement rapidement. Et globalement, elles sont positives s'il ne s'agit pas d'entités. Ensuite, il y a des entités de type dogmen. Alors, pour les dogmen, il y a des dogmen, et Morgan Priest en parle justement, qui sont des animaux inconnus, mais extrêmement intelligents. Et ces animaux inconnus, c'est comme les loups, mais ce n'est pas des loups, c'est des animaux inconnus, en fait, il faudrait dire, comme des gros loups. Et ces animaux, si on ne les dérange pas, ils n'attaqueront pas. Mais il y a vraiment ces dogmen qui sont des animaux inconnus qui sont capables d'être bipèdes. Il y a des signalements en France et des signalements aux États-Unis. Et il y en a énormément. Et dans le monde entier. Linda Godfrey, qui est maintenant décédée, avait fait une enquête sur justement le dogman, et elle en avait conclu que c'était un animal inconnu. C'est la conclusion auquel arrive Morgan Priest, et c'est la conclusion auquel arrive Virgile Candeille, qui a du reste utilisé des vétérinaires et tout ça pour ses enquêtes, et donc c'est vraiment validé scientifiquement. Il y a énormément de témoignages. Et ces créatures inconnues peuvent très facilement se cacher. Par exemple, le loup dans les Hautes-Alpes, des gens qui les recherchent ne les trouvent pas. Il y avait un cinéaste haut-alpin qui avait essayé de faire un film sur les loups dans les Hautes-Alpes, et il a mis des années avant de trouver une meute de loups. Des années, je dis bien. De même qu'un moniteur d'auto-école passionné d'animaux, il cherchait pendant tout son temps libre des loups. Et quand il faisait ses cours d'auto-école, pour la petite anecdote, il allait dans les lieux où il y avait des signalements de loups
pour essayer de les voir. Il n'en a jamais vu. Et un jour, il en a vu, après 20 ans de recherche, je dis bien 20 ans de recherche, en 2022, il a vu son premier loup quand il ne le cherchait même pas. Donc pour les dogmen qui sont des créatures différentes du loup, mais c'est des analogies, et qui sont douées d'une grande intelligence selon les témoins, c'est très très rare de les apercevoir, mais elles sont là, parce qu'il y a des témoignages qui ont été rapportés par des gens extrêmement sérieux. Et puis, il y a d'autres types de dogmènes, comme d'autres types d'humanité parallèle, qui ne sont pas des animaux mystérieux. Ce sont des êtres qui sont liés aux entités non humaines. Et il y a quelque chose de paranormal. Par exemple, j'ai eu le témoignage d'une dame qui a aperçu une créature de type donc de type dogman il y a 20 ou 30 ans de ça, et puis juste après elle a aperçu un ovni, en tout cas des boules lumineuses, et ces phénomènes étaient très vraisemblablement connectés. Donc et j'ai parlé à cette dame, quelqu'un de très sérieux et tout ça, donc il y a une connexion entre vraiment certaines créatures et le phénomène ovni. Le phénomène ovni, c'est connecté aux entités non humaines, puisque c'est des véhicules interdimensionnels, et c'est aussi des entités qui sont présentes dans l'atmosphère, et c'est aussi certaines entités peuvent prendre l'aspect d'ovni. On en revient aux djinns, aux entités plasmatiques, qui prennent un aspect de plasma, comme beaucoup d'ovnis, qui peuvent carrément se déplacer comme des ovnis. Et ça c'est très important de comprendre. Les ovnis, c'est un phénomène qui est multifactoriel. Il y a des ovnis qui sont des véhicules de voyage interdimensionnel liés aux entités non humaines et aux entités sans âme. D'autres sont des véhicules qui appartiennent au complexe militaro-industriel, qui sont construits à partir de la technologie d'entités non humaines. D'autres ovnis sont des créatures qui vivent dans l'atmosphère, ce que Trevor James Constable avait décrit dès les années 50. Et du reste, c'est des créatures aussi inconnues, ça fait partie des cryptides. Et moi, j'ai une rencontre avec un cryptide comme ça. Ce sont des créatures qui peuvent se montrer, de manière visible, mais qui parfois se manifestent au niveau de l'infrarouge, qui est logique, puisque c'est des créatures plasmatiques. Voilà comment ça s'est passé. Il y a 20 ans de ça, j'étais allé faire des observations d'ovnis avec des amis dans la région d'Aravilliers, à proximité du reste de la base de Taverny. Et le monsieur avait apporté, donc le couple d'amis, et l'homme avait apporté des jumelles infrarouges. Donc j'étais vraiment impressionné par ça, je dois dire. Je m'amusais vraiment avec ces jumelles, c'était vraiment génial. Et on n'a rien vu. Mais quelques minutes avant de partir, je regarde le ciel dans une certaine direction, et là, il n'y a rien dans le ciel. Donc je prends les jumelles infrarouges pour regarder, et là, je vois une espèce de boule lumineuse qui se déplace. Qui se déplace comme ça. Elle est visible en infrarouge, mais invisible à l'œil nu. Et avec le recul, je pense que c'est une de ces créatures plasmatiques, ces formes de vie atmosphériques. Et selon Trevor Constable, ces formes de vie atmosphériques ne sont pas toutes positives, parce que certaines sont capables de phagocyter
une personne, de faire disparaître des personnes. Elles peuvent être connectées à des disparitions mystérieuses. Mais ces formes de vie plasmatiques sont là. Donc, il faut bien comprendre que les ovnis sont multifactoriels et certains correspondent à des vaisseaux interdimensionnels et d'autres correspondent aussi à des formes de vie. Et il y a des apparitions d'ovnis qui sont liées à des apparitions de Dogmen, mais aussi de Bigfoot, ce qui montre bien que certains Bigfoot, mais pas tous, certains Dogmen, mais pas tous, sont connectés aux entités non humaines et aux entités sans âme. Cette connexion a été établie, du reste, par un chercheur américain, Stan Gordon, qui a recensé énormément de liens entre Bigfoot et OVNI. Donc, il y a des apparitions de Dogmen qui sont clairement paranormales de nature. Quand je dis paranormales, c'est-à-dire qu'elles correspondent à des entités non humaines. Ça, c'est très important à comprendre. Et que ça correspond à des entités sans âme. Par exemple, Stéphane Bisman, que j'ai interviewé récemment, a expliqué avoir été suivi par 2 dogmens et que ces dogmens se manifestent au niveau de l'astral, autrement dit, de la dimension de la fausse lumière. Autrement dit, ce sont des entités non humaines. Et ça a été confirmé par des chercheurs comme Braji Belovac. Et ces dogmens peuvent être des créatures issues du monde astral, parce que le monde astral, le monde de la fausse lumière est habité de très nombreuses créatures. Ça peut être aussi des créatures qui viennent d'autres dimensions de la fausse création. Ça peut être aussi des entités sans âme qui prennent la forme de dogmens pour jouer avec nos croyances, pour nous manipuler. Ça, c'est clair. C'est multifactoriel. Et certains dogmens peuvent être aussi des tulpas issus du monde des idées. Parce qu'en ce moment, c'est un phénomène qui est très médiatisé sur Internet. Donc, ça crée des égrégores, ça crée des formes pensées. Et ces formes pensées vont se matérialiser dans le monde imaginal. Et elles peuvent donner des tulpas et se matérialiser dans le monde physique. Et ces formes pensées prennent vraiment forme physique. C'est les tulpas. Et ces tulpas sont contrôlés par la conscience collective synthétique des entités sans âme. Donc certains dogmens sont des tulpas. D'autres dogmens sont aussi issus du monde des intelligences artificielles que l'on alimente à chaque fois que l'on va sur Internet et sur les réseaux asociaux. C'est pour ça que l'utilisation d'Internet doit être faite avec parcimonie, parce que vraiment, les ordinateurs, les téléphones portables, il y a toute une connexion occulte, le miroir noir de John Dee qui permettait de communiquer avec les autres dimensions. C'est de la technologie aussi qui est liée au rétro-engineering et aux entités non humaines. Et c'est des objets occultes. Et ces objets occultes sont connectés justement à un énorme rituel de magie noire qui dure depuis la fin de la Tartaria et qui s'est accéléré depuis les événements de 2001. Donc du reste, je parle de cela longuement dans le podcast abonnement de notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr. Donc vraiment, faites-y un tour, allez voir, parce que pour en savoir plus, toujours est-il que certains dogmens sont des formes d'intelligence artificielle. D'autres dogmens aussi sont, donc les dogmens liés aux entités sans âme sont des entités qui sont prédatrices,
dans le sens où elles vont parfois faire disparaître des personnes, puisque ce sont des créatures physiques, mais aussi parce qu'elles peuvent posséder des personnes, puisque les entités sans âme peuvent agir au niveau physique via les abductions, au niveau astral via certaines abductions en astral, et au niveau psychique par les pensées intrusives. Et les dogmènes, qui sont des entités sans âme, peuvent agir à ces 3 niveaux. Et c'est ce qui explique que beaucoup de personnes qui rencontrent des dogmènes soient victimes de syndrome du contacté. Leur vie est complètement détruite. D'abord au niveau financier, ensuite au niveau familial. Très souvent le couple se déchire et tout ça si la personne est en couple. Ensuite au niveau de la santé. Beaucoup de témoins de ce genre de phénomène tombent malades. Heureusement, pas tous, mais il y en a. Et ça, c'est connecté au syndrome du contacté. Par contre, si une personne voit un dogman qui est un animal inconnu, et il y en a, la personne n'aura rien. Et c'est comme ça qu'on distingue entre dogman animal inconnu et dogman connecté aux entités sans âme. Après, il y a des gens comme cette personne qui a témoigné, qui a vu le dogman associé aux ovnis et qui n'a pas eu d'effet secondaire suite à cette rencontre. Mais il faut voir que le dogman, c'est multifactoriel. Et il y a des dogmen qui sont connectés à la black goo. La black goo, c'est ce qui sert de matrice, c'est ce qui sert de substrat pour former ces araignées nanotechnologiques dont on a parlé dans un podcast précédent. Ces araignées nanotechnologiques peuvent agir au niveau physique, psychique et astral. Elles sont synthétiques et sont commanditées par les entités non humaines et possèdent aussi une forme d'intelligence artificielle. Et le black goo, c'est une espèce de substance où l'information pour produire ces araignées est codée. Un petit peu comme un brin d'ADN. Et la black goo est connectée au plasma. Donc, ces araignées nanotechnologiques qui sont liées aux entités non humaines peuvent s'assembler et former des créatures géantes. Ces créatures géantes peuvent se matérialiser dans le monde physique ou agir au niveau astral ou au niveau éthérique. Et quand je dis araignée, c'est plutôt créatures à tentacules. Et les mythes amérindiens, qui ne sont pas des mythes, parlent de ces créatures et justement de leur connexion avec la black goo. Donc c'est un truc de fou. Ces créatures auraient été liées à la chute de la Tartaria par les pensées intrusives. Ce seraient aussi des créatures qui, en manipulant nos pensées, auraient introduit la prédation et la société vampirique. Ça, c'est très très important à comprendre. Ce sont aussi des créatures qui ont manipulé génétiquement les humains et les animaux pour renforcer le subconscient, pour générer le programme du faux sauveur externe, pour que l'humain demande des faux sauveurs externes. Et c'est comme ça que se sont créés, que les empereurs et tout ça sont apparus, puisque les humains avaient besoin d'un faux sauveur externe à cause de ce programme, et les entités leur ont donné les rois, les empereurs et tout ça. J'en parle de manière beaucoup plus détaillée dans le podcast sur ces araignées. Ces araignées aussi peuvent se manifester au niveau physique ou de manière isolée. À ce moment-là, elles sont de taille microscopique.
ces créatures à tentacules, il faudrait dire, ou bien elles peuvent s'assembler entre elles et former des créatures de grande taille. Et selon les mythes amérindiens, certains Bigfoot, je ne dis pas tous, parce qu'il y a des Bigfoot qui sont des humanités parallèles et des entités sans âme, mais d'autres Bigfoot sont issus de ces créatures à tentacules qui, quand elles s'assemblent, deviennent prédatrices et sont cannibales. Donc, quand elles prennent un humain et le consomment, elles utilisent l'ADN de l'humain pour prendre une apparence plus humaine. Mais elles ne peuvent pas prendre une apparence totalement humaine. D'où certains Bigfoot. Et les Bigfoot, du reste, selon Tom Lyons, quand ils attaquent les Bigfoot prédateurs, parce que Tom Lyons parle de certaines espèces prédatrices de Bigfoot, quand ils attaquent, ils se mettent à quatre pattes et marchent comme des araignées. Et c'est confirmé le lien entre Bigfoot et araignée par justement les mythes amérindiens. Les dogmen, c'est pareil, c'est quand ces araignées s'assemblent, se matérialisent au niveau physique et consomment de l'humain, du chien, du loup et du coyote et utilisent l'ADN de ces créatures phagocytées pour prendre une certaine forme. Et certains dogmen, ça serait des chimères générées par ces araignées qui utilisent l'ADN de leur proie pour prendre une certaine forme. Et c'est pour cela qu'il y a cette peur des araignées, parce que c'était le prédateur utilisé par les entités sans âme et de nature synthétique qui a fait chuter l'humanité. Ça explique cette peur ancrée des araignées et des pieuvres. Donc, certains dogmen sont connectés à ces créatures à tentacules prédatrices. Or, à proximité du plateau de l'Albion, à Carpentras, il y a eu une apparition de dogman. Et du reste, on a été sur place et le lieu est fermé parce qu'il y a une pollution du sol. Or, qui dit pollution du sol, ça peut être des produits chimiques et tout ça, mais ça peut être la black goo, puisque la black goo est une substance polluante qui est reliée du reste au pétrole. Donc, en tout cas, il y avait une pollution du sol. Donc, le lieu où est apparu le dogman, c'est entre Carpentras et le plateau de l'Albion. Le plateau de l'Albion, c'est une base qui a été décrite par Jimmy Gueux dès les années 90. Alors, officiellement, c'était là où était la force de frappe nucléaire française, mais officieusement, il y a toute une partie souterraine où il y avait une collaboration entre le complexe militaro-industriel et des entités non humaines. Donc Jimmy Gueux décrit de nombreux témoignages d'apparitions d'ovnis, d'apparitions de gris à proximité du plateau de l'Albion. Et il y a tout un réseau de grottes où il y a des salles qui sont occupées par des entités non humaines. Par exemple, Jimmy Gueux parle de spéléologues qui étaient descendus dans un gouffre et qui se sont retrouvés dans une salle avec les murs totalement blancs, totalement lisses, avec des chaises de petite taille. Et c'était très clairement produit par une technologie. Donc il y a énormément de choses comme ça. Les spéléologues ont voulu y retourner et tout avait été fermé, tout avait été scellé. Le plateau de l'Albion est officiellement plus ou moins désaffecté, mais quand on y va, il y a des caméras partout, il y a des barrières absolument énormes, des barbelés partout. Donc il y a énormément de choses qui se passent dans cette région, et au niveau du plateau de l'Albion en particulier, mais dans cette région en général. Puisque toute cette région des Alpes du Sud, il y a énormément d'apparitions d'ovnis, beaucoup de phénomènes de disparition mystérieuses, il y a énormément de vortex, certains positifs, d'autres négatifs, il y a énormément de choses. Donc, j'avais fait une enquête avec Nagiste en état de conscience modifié
sur le plateau de l'Albion, et elle avait parlé d'expérimentation avec la Black Goo. Or, selon les Amérindiens, la Black Goo est connectée à ces araignées, ces formes de nanotechnologie, ces entités synthétiques, ces araignées, ces créatures à tentacules synthétiques qui sont connectées à certains dogmens. Et comme par hasard, il y a une apparition de dogmens à proximité de Carpentras. Les dogmens qui sont liés à ces manipulations génétiques par ces entités de nanotechnologie sont extrêmement négatifs. Donc, c'est des créatures dangereuses qui sont responsables, selon Tom Lyons, mais aussi selon Jerry Williams, spécialiste des mythes amérindiens qui ne sont pas des mythes. Ces dogmens sont responsables d'énormément de disparitions, de même que les Bigfoot prédateurs connectés à ces entités à tentacules. Donc ça, c'est une chose très importante. Et il y a une présence de dogmens un petit peu partout en France, de même qu'il y a des bretons un petit peu partout en France. Il y a des Bigfoot qui ont été signalés en Suède et en Allemagne, notamment au niveau de la forêt noire. La forêt noire, c'est aussi un lieu qui était habité par les lignées sataniques, d'où la mythologie d'Hansel et Gretel, donc où des portes ont été ouvertes, où certaines entités sont rentrées dans notre dimension. Donc, il y a des Bigfoot qui sont des créatures et des dogmens qui sont des créatures réelles, des animaux inconnus. D'autres sont des créatures réelles, mais c'est des entités sans âme qui prennent forme physique. Quand je dis réelles, c'est des créatures physiques. D'autres sont des créatures astrales qui sont réelles, mais qui ne sont pas physiques. D'autres sont des créatures issues du monde des idées, du monde des intelligences artificielles, qui prennent une forme physique, mais qui à la base ne sont pas physiques. D'autres dogmens sont issus de ces entités prédatrices. Donc il y a plusieurs types de dogmens et de Bigfoot. Et il y en a énormément qui sont signalés un petit peu partout en Europe. Donc c'est un phénomène qui n'est pas rare. Il y a beaucoup de personnes qui voient ces entités et elles sont connectées à de nombreuses disparitions mystérieuses. Ça, c'est clair. On peut faire une corrélation du reste entre certaines apparitions de Bigfoot et les disparitions. Et ça, il y a plusieurs chercheurs qui ont fait des corrélations. Et en Europe, il y a aussi beaucoup de lieux de disparition, comme aux États-Unis. Du reste, Paulides a parlé de disparition en Europe. Par exemple, il y a le cas de ce jeune Anglais qui disparaît en Suisse après son corps est retrouvé à des endroits où il n'aurait jamais pu aller. Et tout ça, Paulides signale aussi des disparitions mystérieuses en France, à proximité du Mont Ventoux, justement. Donc, Mont Ventoux, c'est à proximité du plateau de l'Albion. Donc, il y a énormément de connexions entre certaines variétés de dogmen et certaines variétés de Bigfoot et les disparitions mystérieuses. Donc, en Europe, il y a une population de dogmen et de Bigfoot ou de bretous, d'ailleurs qui ne sont pas grands mais qui sont plutôt petits, et qui sont pour les bretous et qui sont d'origine diverses. Certaines sont des humanités parallèles ou des créatures inconnues, d'autres sont des expérimentations génétiques menées par le CMI ou bien faites par ces créatures à tentacules synthétiques. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre ça. Dogman, Bigfoot, réalité absolue, et une réalité qui est présente en Europe. Du reste, dans les années 60, dans le métro de Londres, Nick Redfern rapporte plusieurs disparitions qui sont connectées à
des apparitions d'entités de type Bigfoot et tout ça, en plein métro de Londres, il faut dire. Et tout cela, c'est connecté à la Terre creuse, puisque les métros, que ce soit à Londres ou à Paris, sont connectés à d'autres galeries, qui sont connectées à d'autres galeries. Par exemple, le métro de Paris est connecté aux catacombes, qui est connecté à des galeries plus profondes, qui est connecté à des galeries encore plus profondes où il y a des entités. C'est exactement pareil à Londres. Et Nick Redfern rapporte le cas d'un policier qui, dans les années 60, parlait de disparitions mystérieuses dans le métro de Londres. Et il y a eu un blackout total, mais le policier a témoigné des années après. Donc c'est une réalité. Ces Bigfoot prédateurs et ces Dogmen prédateurs sont une réalité. Mais il y a aussi des animaux mystérieux qui ne dérangent pas, ça c'est clair, et aussi des humanités parallèles bienveillantes, notamment certains Bretons qui sont très bienveillants. Ça c'est clair. Mais il y a aussi des créatures beaucoup plus malveillantes qui sont présentes aux États-Unis et en Europe. Donc ensuite, il y a le phénomène des félins mystérieux. Donc là aussi, c'est quelque chose de hyper passionnant, hyper intéressant. Donc il faut savoir qu'en Angleterre ou en France, ou en Allemagne et en Belgique, toutes les années, surtout en Angleterre, mais un petit peu partout, des félins mystérieux sont signalés. Par exemple, en Angleterre, il y a des signalements de lynx. Or, selon le mainstream, le lynx aurait disparu depuis le Moyen-Âge en Angleterre. Il y a des signalements aussi de pumas et des signalements de panthères noires et des signalements de lions. Et ça, c'est un petit peu partout. Après, les gens vont dire, oui, c'est des animaux échappés de cirque. Simplement, il n'y a pas de cirque dans les environnements. Aux États-Unis, par exemple, il y a des pumas noirs qui sont signalés un petit peu partout. Or, les pumas noirs, officiellement, n'existent pas. Pourtant, il y en a qui sont signalés. De même, des jaguars noirs sont signalés aux États-Unis. Or, le jaguar même tacheté, parce que le jaguar noir, c'est un jaguar qui a de la mélanine, un problème de mélanine, c'est une petite anomalie un petit peu comme la panthère noire. Donc ça, c'est même pas une anomalie, c'est une mutation. Une mutation qu'ont certains félins, ce qui explique la panthère noire, qui est en fait un léopard tacheté, mais qui a la fourrure noire. Et aux États-Unis, des jaguars et des jaguars noirs sont signalés dans toute la partie sud des États-Unis. Or, officiellement, à part vraiment à la frontière de l'Arizona et du Mexique, il n'y en a pas. Donc, il y a des félins mystérieux qui sont signalés un petit peu partout. De même en Europe, il y a des félins mystérieux qui sont signalés partout. Et il y a aussi des lions qui sont signalés. Donc, ça, c'est multifactoriel. Déjà, il y a des félins qui ont été relâchés dans la nature et qui se sont reproduits. Il y a une population viable de félins. Pourquoi? Parce que jusqu'en 1976, c'était autorisé en Europe d'avoir des animaux de compagnie qui étaient des lions, des tigres, des félins de grande taille, des pumas et tout. Et c'était très cruel, mais c'était la mode. Par exemple, j'ai connu quelqu'un à Cannes qui avait un lion dans les années 60. C'était un couple. Et un jour, la dame avait fait un caprice pour que son mari lui achète un lion. Donc le mari lui avait acheté un lionceau. Simplement, le lionceau est devenu un énorme lion. Et donc, toute la famille, à part la femme qui adorait ce lion, était terrorisée. Le mari ne pouvait pas se lever pour faire pipi la nuit.
parce que s'il avait trop peur que le lion lui mette un coup de patte, parce que un lion, c'est comme un chat. Euh, les chats, la nuit, quand on se lève, parfois un chat met un coup de patte pour s'amuser. Là, le lion met un coup de patte pour s'amuser, mais il fait tomber. Et ça peut même assommer. Donc, le mari était terrorisé, les voisins étaient terrorisés, et le lion hurlait, rugissait pendant la nuit. Donc, la copropriété s'est plainte, et la dame a donné, avec beaucoup de tristesse, son lion à un zoo. Personnellement, je trouve que c'est très cruel, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, c'était tout à fait légal jusqu'en 1976. En 1976, la législation a été changée. Donc, beaucoup de personnes, au lieu de donner leurs animaux à des zoos, ils les ont relâchés dans la nature. Et il y a des populations qui étaient suffisamment grandes pour qu'il y ait reproduction et pour que ça crée des populations viables. Donc, ça explique que en Angleterre, beaucoup de pumas soient aperçus et même des lions sont aperçus parce que les populations, certaines de ces populations sont issues de ces animaux relâchés dans les années 70. Et du reste, ces animaux attaquent du bétail et tout. Il y a un phénomène d'attaque de bétail par ces fauves. C'est pas des mutilations de bétail, ça c'est connecté aux entités non humaines. On parle d'attaque de bétail par des fauves. Il y a des vétérinaires qui ont montré que c'était fait par des fauves, des félins de grande taille, notamment des félins de type lion et de type puma, surtout de type puma. Et il y a même eu des personnes qui ont été attaquées par des félins. Et ces cas ont été médiatisés. C'est dans le mainstream. Et c'est admis plus ou moins par le mainstream, même s'il y a un blackout total sur ça. Il y a un chercheur anglais qui a essayé de faire des enquêtes sur ça. Là, pareil, il y a un blackout total, comme pour les mammouths, parce que ça remet en question essentiellement la théorie de l'évolution. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui sont remises en question. Et pour le cas des félins mystérieux, il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est que, selon une chercheuse, Di Frances, certains félins aperçus au Royaume-Uni, et notamment en Écosse et dans les régions du nord de l'Angleterre, correspondent à des lions, mais pas n'importe quel lion, à des lions européens qui ont disparu depuis au moins 2000-2500 ans. Donc ça remet absolument tout en question. Et Di Frances a montré qu'il y a une population de lions européens qui survit dans les îles britanniques. Ça peut paraître fou, mais c'est tout à fait possible. C'est même une probabilité parce que, comme je vous ai dit, l'Angleterre, il y a des lieux hyper perdus et en Écosse encore plus. C'est comme dans le Val-Gaudemar, il y a des endroits où personne n'y pose le pied. Pourtant, c'est une petite vallée, mais allez-y faire un tour, c'est une région magnifique. Et ça vaut vraiment le détour, c'est vraiment sauvage, isolé, il y a des très beaux villages et tout, mais il y a des endroits inaccessibles. Donc, il y a une survivance au Royaume-Uni de lions de type européen. C'est comme beaucoup de personnes ont aperçu des tigres à dents de sabre, comme des gens ont aperçu des dinosaures, surtout aux États-Unis, et des ptérodactyles aux États-Unis, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. De même, le tigre à dents de sabre a été aperçu dans plusieurs endroits du monde. Il y a plusieurs cryptozoologues qui ont enquêté sur ça, notamment Carl Shucker, un très grand cryptozoologue anglais qui a travaillé sur ça, et c'est une réalité. Il y a des animaux préhistoriques qui survivent. Et il y a un blackout total parce que comme les géants, comme la tartaria, comme la présence d'entités non humaines, ça remet tout en question sur notre histoire, sur la théorie de l'évolution. Et justement, ça remet en question le système de contrôle, la nature de notre réalité.
Et bien évidemment, les entités sans âme qui tirent les ficelles ne veulent pas que cela se sache. Donc ça, c'est important à comprendre. Mais il y a un autre aspect avec ces félins mystérieux. C'est l'aspect paranormal. Patrick et Meryl Harper, donc deux chercheurs anglais d'origine irlandaise, ont montré que certaines apparitions de félins mystérieux correspondaient à des phénomènes paranormaux. Par exemple, il y a des gens qui voient les félins mystérieux et les félins mystérieux disparaissent devant leurs yeux. Il y a aussi des gens qui vont voir des félins mystérieux en même temps que des vagues d'ovnis, puisque les ovnis viennent par vagues, et c'est lié à l'ouverture de vortex naturels et artificiels. Alan Watt, du reste, un ufologue anglais qui était actif dans les années 90, a montré comment certains félins mystérieux sont connectés aux ovnis. Donc, cette chercheuse, Meryl Harper et Patrick Harper, ont parlé que certains félins mystérieux étaient des phénomènes paranormaux. En fait, phénomènes paranormaux, ça veut rien dire parce que c'est tout le paranormal est normal dans cette réalité puisqu'on est dans une réalité holographique. Donc, certaines créatures de type félin mystérieux sont des créatures qui sont connectées ou à d'autres dimensions parce qu'il y a des vortex qui s'ouvrent et il y a des créatures d'autres dimensions qui passent dans notre réalité. Du reste, certains mammouths et tout ça peuvent être liés à la Terre creuse, mais aussi à des passages dimensionnels. Le monstre du Loch Ness, certaines apparitions sont liées à des portes dimensionnelles, à des portes du temps, puisque Aleister Crowley a fait des rituels à proximité du Loch Ness. Donc, ça, c'est une certitude absolue. Monstre du Loch Ness, le cryptide d'Europe le plus connu, multifactoriel là aussi. Survivance d'animaux préhistoriques qui viennent de la mer, des poissons géants inconnus. Il y a aussi des ouvertures de portes dimensionnelles connectées à des rituels d'Aleister Crowley. Et puis, il y a des créatures qui sont des tulpas, liées aux matérialisations des croyances, puisque le Loch Ness est un lieu très tellurique. D'autres monstres du Loch Ness sont carrément des entités sans âme qui prennent la forme de monstres du Loch Ness. Donc c'est vraiment quelque chose qui va très loin. Et pour les félins mystérieux, c'est pareil. Certains sont connectés aux entités sans âme. Et certaines personnes qui vont voir des félins mystérieux vont être effrayées ou émerveillées, mais ça va s'arrêter là. Mais d'autres vont développer le syndrome du contacté, qui est connecté à la présence d'entités sans âme. Et d'ailleurs, les djinns, selon le folklore arabo-musulman, qui est tout sauf un folklore, sont capables de prendre la forme de certains chiens ou de certains félins. Donc encore une fois, connexion avec le dogme et connexion aussi avec les félins mystérieux. Donc certains félins mystérieux sont connectés à des entités non humaines, à des entités de type djinn. Donc c'est vraiment très très important de voir ça. Et en Espagne aussi, beaucoup de ces phénomènes d'apparition de Bigfoot ou de Bretou, beaucoup de phénomènes aussi de cryptides inconnus et beaucoup d'apparitions de félins mystérieux et d'ovnis, notamment dans la région près de Barcelone. Or, cette région donc de Gérone, près de Barcelone, était connue pour être habitée par les humites. Les locaux voyaient des entités qui se faisaient passer pour des humites. Ils savaient bien que ces entités n'étaient pas humaines et ils les appelaient les étrangers, les touristes.
Et ça, Jimmy Gueux en a parlé. Beaucoup de personnes ont été contactées dans certains villages de cette région au nord de Barcelone, de Gérone et tout ça, très tellurique, par des entités se disant être des humides. Il y a énormément d'abductions, de disparitions, de missing time dans cette région d'Espagne. Donc on peut penser, si on regarde les humides, on se rend compte qu'il y a une énorme manipulation. On se rend compte que les documents humides sont vrais et qu'ils ont été écrits par des entités sans âme qui se faisaient passer pour des soi-disant frères de l'espace. Mais quand on regarde ces documents, on voit qu'il y a toute une propagande New Age, on voit qu'il y a toute une propagande pour un gouvernement mondial, pour le transhumanisme. Donc on peut penser que les humides étaient des entités sans âme et que ces entités ou des hybrides liés aux entités sans âme qui ont manipulé la population par ces lettres humides. Mais en tout cas, ces lettres sont absolument réelles puisqu'elles donnent des savoirs technologiques que les humains n'avaient pas à l'époque, dans les années 60-70, et même à l'heure actuelle. Jean-Pierre Petit, du reste, a fait son travail, a pu avancer dans ses recherches grâce aux lettres humides. À un autre niveau aussi, certaines de ces lettres ont pu être envoyées par des services de renseignement qui, de toute manière, sont connectés aux entités non humaines. Donc, les humides, c'est une réalité. C'est connecté aux entités non humaines, mais les humides ne sont pas ce qu'ils disent être. Pourquoi je parle d'humides? Parce que beaucoup de phénomènes liés aux humides dans la région de Gérone en Espagne, beaucoup de phénomènes liés aux humides dans la région de la Javie, dans le sud de la France. Or, c'est des régions où il y a des apparitions d'humanité inconnues de Bretou, notamment, donc on voit qu'il y a une connexion avec la présence d'entités non humaines et avec la présence de certains vortex. Du reste, il y a des créatures aussi qui ont été appelées les vrils par Donald Marshall, qui sont des créatures reptiliennes, parasites, qui sont capables de posséder l'esprit humain. Donc là aussi, c'est une réalité absolue, puisque beaucoup de personnes parlent de ces vrils qui sont capables de littéralement parasiter un humain. Il y a le témoignage de Donald Marshall, mais il y a d'autres personnes qui ont parlé de ça, et les vrils sont des créatures reptiliennes de petite taille, qui sont connectées à la Terre creuse. Or, à la Javie, dans les années 40, une personne a vu une créature de type reptilienne de petite taille en train de sortir de la rivière et de marcher dans les rues du village. Je crois que c'était suite à un orage. Et ça correspond, la description qu'a fait la personne, ça correspond aux descriptions du Lizardman, donc qui a été aperçu à Bishopsville aux États-Unis, qui a été beaucoup aperçu depuis, et ça correspond aux descriptions des vrils. Et les vrils, c'est des créatures reptiliennes connectées à la Terre creuse, et ce sont des créatures qui sont capables de parasiter les humains. Donc, c'est extrêmement intéressant, ça, parce que il y a des créatures comme ça qui sont signalées en Europe. Et elles sont signalées dans des régions où il y a déjà beaucoup d'apparitions ovnis, où il y a beaucoup d'autres phénomènes paranormaux. Donc on voit bien que tout cela est connecté à des vortex naturels et synthétiques. C'est aussi connecté aux complexes militaro-industriels qui travaillent avec les entités non humaines, puisque beaucoup de ces apparitions ont lieu à proximité de bases militaires. C'est aussi connecté à la Black-Goo. Donc on voit bien qu'il y a énormément de cryptides en Europe. Et là,
on n'a fait que brosser le tableau et je ferai assez souvent, de temps en temps en tout cas, des podcasts sur des cryptides spécifiques. Je vais bientôt en faire un sur le vril parce que c'est vraiment important de comprendre ça. Quoi qu'il en soit, les cryptides européens sont une réalité. Certains correspondent à des animaux inconnus, comme par exemple le Tetzel Swarm, comme par exemple les apparitions de mammouths. D'autres, certains dogmens aussi, certaines humanités parallèles. Certains félins, c'est des animaux inconnus, tout simplement, des animaux classiques. D'autres correspondent à des tulpas ou à des entités sans âme qui prennent la forme d'animaux pour nous vampiriser, pour manipuler nos croyances. Ça fait partie du jeu de ces entités. D'autres correspondent également à des créatures issues des mondes des intelligences artificielles, comme les rampants blancs, qui sont aussi signalés en Europe, comme le montre Virgile Condey. Ça, c'est des créatures issues des mondes des intelligences artificielles. Et c'est probablement aussi des matérialisations d'anges déchus dans notre réalité, comme je l'indique dans le podcast Abonné d'Au-delà de l'illusion. Donc, il y a vraiment des cryptides qui ont des origines diverses. D'autres sont aussi connectés à ces créatures synthétiques, ces créatures à tentacules synthétiques connectées à la Blagou, qui sont capables de s'auto-assembler et d'utiliser l'ADN de créatures qu'elles phagocytent pour prendre forme. Donc on voit bien que la cryptozoologie, c'est un phénomène qui est très très vaste, et le prochain podcast de cryptozoologie que je ferai, c'est sur le vril et les créatures de type homme-lézard. Donc ça, c'est très 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 intéressant. On ne parle pas d'entité sans âme classique, on parle de vril, qui est un autre type de créature connectée à la terre creuse. Donc en tout cas, l'enquête sur les cryptides continue. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast d'Au-delà de l'illusion. Au revoir et à bientôt. Et merci de votre soutien. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.